Alors, je vais essayer d'avoir quand même une approche d'un neurologue, ça veut dire on va voir un petit peu le circuit dans lequel on va penser à utiliser cette technique dont les cardiologues nous proposent pour essayer de prévenir les événements cardio-emboliques, donc cérébro-emboliques, j'allais dire, qui peuvent causer des dégâts énormes dans notre cerveau. Alors ça, Monsieur Fadley qui m'a précédé donc a parlé de ça pour ce qui est donc de left appendage, donc l'auricule gauche et ses spécificités, ses caractéristiques. Mais je reviens un petit peu au début, parce que pour arriver à ça, habituellement chez nous neurologues, on fait un diagnostic d'un infarctus cérébral et on recherche l'étiologie, on retrouve une FA habituellement. La FA, c'est une pathologie maintenant qui est assez fréquente, même très fréquente, d'autant plus que on voit beaucoup de sujets âgés, donc au-delà de 70 ans, donc ça peut aller jusqu'à une prévalence de l'ordre de 8%, chose qui est très importante comme étant cause cardio-embolique. Et cette cause cardio-embolique, ça concerne aussi bien le jeune que le sujet âgé. C'est vrai, ça augmente un petit peu avec l'âge, mais le sujet jeune également y concerne. Ça, c'est la stratification classique que donne l'ASA pour essayer de voir les différentes formes étiologiques d'AVC ischémique. Et vous voyez que même dans le cas où on a de causes indéterminées, qu'on n'arrive pas à avoir de causes, la moitié de ces causes, de cette catégorie qui est entre 20 jusqu'à 40% en fonction de l'âge, la moitié, elle est d'origine embolique, ce qui fait un petit peu qu'on fouine encore. Et souvent, quand on fouine, on retrouve deux pathologies qui peuvent surgir après. Soit c'est une FA paroxystique qu'on n'arrive pas à détecter au premier plan, soit éventuellement un foramen ovale perméable qui a passé à côté de première exploration. Donc les deux situations, éventuellement, nous interpellent pour avoir une prise en charge globaliste, aussi bien en matière médicale que en matière éventuellement interventionnelle. Alors ça, c'est donné un petit peu de chez nous, qu'on voit également que l'AFA est quand même assez présente chez nos patients, c'était jeune, donc 9,72% des patients qui avaient un infarctus cérébral hospitalisé dans notre service dans une cohorte de 321 patients suivis pendant au moins de 3 ans, ils avaient déjà cette AFA comme étant une cause. Et c'est une chose quand même, une portion assez importante. Pour le management, ce qui est dit dans les recommandations, bien sûr ça vous le connaissez mieux que moi peut-être, c'est que quand on a un infarctus cérébral confirmé ou bien un AIT éventuellement, l'indication de l'anticoagulation par les DOAC ou bien les NOAC est en première intention, donc on va commencer les anticoagulants, soit aussi bien pour l'AFA permanente, ou bien persistante, ou bien paroxystique. Les trois sont valables en matière d'indication de l'anticoagulation. En fait, cette chose est donc connue depuis maintenant, ça c'est les recommandations de 2021, mais déjà depuis 2014, on avait des indications dans ce sens, et les DOAC venaient là. Alors également, dans le cas d'FA, l'anticoagulation indication pour réduire le risque, de n'importe quelle forme, bien sûr, de fibrillation auriculaire. Également, il y a une chose qui est très importante, puisqu'on a un risque toujours, ce risque hémorragique qui est important, donc on est obligé d'utiliser des scores Hasbled classiquement qu'on utilise. Également, parce que ça c'est une chose qui manque un petit peu dans dans les recommandations ASA, parce que ASA et éventuellement les os, ils sont un petit peu beaucoup plus imprégnés de cardio que de neuro. Et dans ces recommandations, il oublie une chose qui est importante pour nous, neurologues, c'est cette angiopathie amyloïde. C'est vrai, on a beaucoup de types d'angiopathie amyloïde. Et ça, c'est important de l'évaluer par une imagerie spécifique et éventuellement des scores spécifiques. On a des échelles spécifiques pour essayer d'évaluer ce risque et éventuellement de poser ce diagnostic qui risque aux patients d'avoir un risque hémorragique très élevé. Dans cette situation, on est un petit peu difficile à gérer quand on a des hématomes à répétition et c'est vraiment très difficile. Dans ce cas, on peut passer à éventuellement la dernière solution interventionnelle. Et dans le cas où on n'a pas cette angiopathie amyloïde, le risque hémorragique quand il est élevé, on essaie de retarder ça jusqu'à 14e jour pour essayer de démarrer. On va voir un petit peu l'anticoagulation après un AVC ischémique, comment on va voir. Également, dans cette situation, on ne peut pas donner l'anticoagulation. Il y a une contre-indication absolue. Dans ce cas, bien sûr, la procédure interventionnelle vient pour essayer de nous donner une solution. Au fait, pour comprendre un petit peu cette approche du neurologue vis-à-vis de cette entité et de cette technique éventuellement en fin de compte, il commence avec son infarctus cérébral. L'objectif, c'est de mettre en anticoagulation. La première question, quand est-ce que je vais mettre mon anticoagulation? Donc, est-ce que je le fais mettre immédiatement ou bien je vais attendre? Tout ça, ça a été un petit peu... parce que vous savez que l'encéphale, il est différent d'un individu à l'autre. Le risque hémorragique, il est là. Et le saignement, parfois, il est impardonnable, parfois au niveau cérébral. On peut avoir un petit AVC ischémique mineur de l'ordre d'un score de NIHSS de 6
à 7 et on commence une anticoagulation alors que le patient il a fait déjà des microbleds et il va saigner, il va avoir donc un score de Nice déjà à 20. Donc vous voyez, donc c'est un dilemme. Et pour ça, donc on a essayé un petit peu de voir plusieurs études. Donc les derniers, c'est Optima, donc les 4 fameuses études qui ont été publiées donc les 3 dernières années, qui ont abouti qu'à la fin de compte, il n'y avait pas de bénéfice beaucoup plus, on tend un petit peu à retarder. Mais quand on a eu la dernière donc méta-analyse, Catalyse, qui était donc publiée en octobre 2024, ce qu'ils disent, à la fin de compte, il y a un avantage pour donner un early beginning, ça veut dire un début précoce de l'anticoagulation. Un cutoff, c'était quoi? Un score de NIHSS à 14. Si vous avez un score de NIHSS à 14, vous pouvez commencer durant les 4 premiers jours, à condition, bien sûr, qu'il n'y a pas de microblèdes et il n'y a pas d'angiopathie amyloïde, déjà, éventuellement, d'autres contre-indications à cette anticoagulation qui est par les NOAC ou bien les DOAC. Sinon, au-delà de 14, vous attendez 4 jours et vous commencez votre anticoagulation à dose donc efficace. C'est ça le résultat un petit peu de cette approche en matière d'utilisation des anticoagulants après un infarctus cérébral. Donc ça, c'est les résultats, un petit peu les données et les chiffres si vous voulez. Mais la conclusion, c'est ça ce que je viens de vous donner. 14 et 4. 14, c'est le score de NIHSS et 4, c'est les nombres de jours à éventuellement utiliser pour le relais ou bien éventuellement après. Il y a des petits détails à l'intérieur qui sont de l'ordre pour le neurologue pour essayer de dire est-ce que le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, ça c'est un peu détail que peut-être on aura une autre occasion pour en parler. Alors bien sûr, la question qui va se poser par la suite, quelle est la cause de l'inefficacité ou bien éventuellement de risque emboligène appelé, de l'inefficacité de cette anticoagulation. Alors l'approche devrait être un petit peu assez pragmatique, assez académique, j'allais dire. On va commencer dès le début. On commence avec notre patient. Quels sont les facteurs qu'a ce patient pour ne pas adhérer à son traitement? En fait, on a les effets secondaires, ça, on a quelque chose on parle de ça, mais nous, neurologues, ce qui est important pour nous, parce qu'on devrait toujours rechercher les cognitive impairment. Vous savez qu'un patient qui a déjà un terrain vasculaire, souvent, il vient déjà avec des silent infarcts. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, parce que les infarctus silencieux sont, j'allais dire, le lit d'une démence vasculaire. Et c'est la deuxième type de démence. Et c'est une démence qui ne pardonne pas. Quand on la détecte précocement, on peut éventuellement éviter sa progression, mais sinon, c'est un problème majeur. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de voir cette démence, si le patient déjà a des troubles cognitifs, parce qu'il va oublier son médicament, il va même négliger qu'il a un médicament. Il y a beaucoup de troubles éventuellement, non pas seulement de mémoire, mais également de personnalité chez le patient. Les autres, vous les connaissez, les troubles rénaux éventuellement, c'est l'insuffisance rénale, hépatique, l'obésité éventuellement, l'âge, donc les interactions d'alimentation surtout avec les antivitamines K, éventuellement donc les dents, parce que vous savez, je ne sais pas, ça c'est une approche de nous, parce qu'on a beaucoup de patients qui sont âgés, et souvent ces âgés, ils ont besoin d'aide d'une tierce personne, soit famille, soit autre. Et les dents, il a un rôle important. Si les dents n'est pas adhérer, si vous voulez, à cette prise en charge, ça va être vraiment difficile pour le patient pour suivre un médicament donc d'utilisation à longue durée. Alors, les anomalies ou bien les facteurs qui peuvent être en rapport avec donc, le médicament lui-même, bien sûr, il y a une sous-utilisation en matière de dose. Je me souviens pas mal de fois des patients qui sont un infarctus cérébral, il y a une FA, il est mis sous DOAC, par exemple le Trombix, c'est habituellement à 15 mg, que la dose c'est 20 mg. Par peur, par exemple, de saignement, mais à la fin de compte, c'est une dose infra-efficace. Alors également, une chose que j'ai lue dernièrement, à la fin de compte, on disait que les DOAC n'interagissaient pas avec les inhibiteurs de la pompe. Malheureusement, non. Maintenant, on a des papiers qui nous disent que ces interactions avec les inhibiteurs de pompe à proton, cette interaction fait augmenter l'effet du médicament, chose qu'on ne considérait pas auparavant. Également, la prise en considération dans notre décision des pathologies associées chez le patient, ou bien des pathologies qui vont survenir au cours de l'évolution. Alors l'état d'hypercoagulabilité, bien sûr, est une chose très importante à prendre en considération, à prendre en charge, et on va voir qu'il y a des nouveautés dans ce sens. Éventuellement, l'association de cancer, je reviens un petit peu à l'histoire, on voit beaucoup plus de patients qui sont âgés, et le cancer lui-même est une cause thrombotique. Et ça donne parfois des thromboses veineuses cérébrales. Rien que la semaine passée, au niveau de mon service, on avait 2 cas de thrombose veineuse cérébrale chez des sujets âgés qu'on découvre par la suite qu'il y avait un cancer sous-jacent. Donc c'est une chose, et ça peut précéder parfois le cancer. Une chose à prendre en considération éventuellement, que c'est thrombophilique certains cancers. Alors également, les devices. Alors les devices qu'on utilise, soit vous en cardiologie, soit éventuellement dans les stenting, ils sont également
des facteurs qui peuvent favoriser la formation de thrombus. Et enfin, donc, la persistance de certains thrombus en intracardiaque et l'inflammation chronique, aussi bien donc, systémique qu'éventuellement cérébrale, pour être donc un facteur à prendre en considération. Et ce qu'on fait donc pour évaluer ce risque de prédiction d'échec de l'anticoagulation, parce qu'on a des scores habituellement Chasles-Basque pour le risque hémorragique bien sûr, l'évaluation des comorbidités, donc éventuellement si un patient a un grand tabagique, un alcoolique comme ça, c'est des facteurs qu'il faut d'emblée les éviter. Et bien sûr, on a l'imagerie. L'imagerie, je reviens toujours, c'est silent infarct. Il faut toujours faire une imagerie éventuellement dans l'évolution donc, de l'évaluation d'un patient déjà sous anticoagulant pour une cardiopathie emboligène, puisqu'on peut détecter des infarctus cérébraux. On n'a pas encore protocolisé cette évaluation imagerie, mais c'est éventuellement dans le futur. Enfin, bien sûr, s'il y a des transformations hémorragiques, l'aortique athérome, comment s'appelle, la plaque d'athérome aortique est la première qui apparaît chez l'être humain, vous le connaissez. Et ça nous est arrivé, une femme qui m'a marqué d'ailleurs dans ma thèse. On a fait pour elle 3 ETE, c'est à la 3e ETE qu'on découvre que c'était une plaque d'athérome ulcérée, avec donc des thrombus qui pendaient de ça. Donc vous voyez, donc c'est important d'évaluer l'ensemble des choses. Alors pour ce qui est des autres paramètres de laboratoire, s'il y a des dédimères qui sont élevés, qu'il y a consommation de drogue, donc certaines maladies génétiques de la coagulation qu'il faut éventuellement évaluer. Donc comment on va manager ça? Donc c'est l'optimisation thérapeutique, donc utilisation donc un traitement efficace avec un monitoring éventuellement quand on a des antivitamines K, et éventuellement un switching, penser un switching entre les anticoagulants, c'est une donc éventualité. Dur antithrombitique, c'est dans des situations très particulières. Maintenant en neurologie, on l'évite ça. Et bien sûr, la dernière des choses, c'est utiliser cette technique de fermeture de donc l'auricule gauche, qui est une thérapie donc quand même qui apporte un plus pour nos patients. Et bien sûr, toujours rechercher ces conditions donc, qui peuvent donc entraîner d'utiliser d'autres médicaments, bien d'autres approches thérapeutiques sur le plan de la coagulation, sur le plan du cancer, sur le plan éventuellement d'autres interactions thérapeutiques. Ce qu'on aura comme prochainement peut-être d'autres générations d'anticoagulants qui vont être utilisés. Bien sûr, utiliser des associations qui ciblent 2 mécanismes différents, éventuellement la génothérapie pour les maladies donc génétiques de la coagulation, et bien sûr cette imagerie évoluée, donc pour essayer de détecter les microthrombus. Je crois que l'IRM cardiaque chez vous est une chose quand même importante chez nous, et utiliser éventuellement l'intelligence artificielle pour essayer de modeler le schéma thérapeutique en fonction des conditions et des facteurs que le patient présente. Et enfin, évaluer cette pharmacogénétique, parce qu'à la fin de compte, certains anticoagulants, maintenant on découvre, il y a le CYP2C9, donc, qui a donc, un effet de réduction de l'efficacité de certains NOAC, et c'est très important de l'évaluer. En dernier lieu, ce que vous donne comme réponse, donc l'indication de passage à cette technique, c'est présence de contre-indication absolue, bien un risque hémorragique élevé, le risque de récidive, bien une récidive donc soit silencieuse, soit cliniquement parlante, et bien sûr les incapacité du patient donc, à adhérer sur le patient, bien éventuellement le cas où le patient décide de choisir son traitement. Et ça, c'est une éventualité qui doit être discutée en RCP éventuellement. Et je vous invite à participer à notre RCP de neurovasculaire qui se fait chaque 2 mois dans le cadre du comité de la Société algérienne de neurologie et de neurophysiologie clinique. Le prochain, ce sera le 15 juillet. Merci.